Et donc voilà, moi, quand les gens veulent négocier, ça me bloque. Et moi, je négocie jamais les trucs quand j'achète. Et en fait, Juliette, quand je l'avais interviewée sur ça, elle m'avait dit, mais non, au contraire, pour elle, quand quelqu'un commence à négocier, c'est le début, c'est là que la fête commence. Mais il y a des gens comme ça. Moi, je Ouais, suis comme toi. Moi, je peux pas ouais, rentrer dans une négociation. Je suis pas à l'aise. ouais. En fait, je vais négocier des trucs parfois, mais seulement parce que j'estime que on me doit réparation de quelque chose. Ah ouais, Tu vois, par exemple, ouais, je vais négocier quand je vois qu'il y a des super offres pour les nouveaux abonnés de Canal et ouais, que moi, qui suis abonné depuis 20 ans, eh ben, on me propose pas le même tarif. ouais, Ça, je vais négocier parce que d'accord, j'estime que c'est un dû. ouais, En revanche, non, sinon, je vais pas négocier. ouais, Et pour les gens qui essayent de négocier avec moi, ouais, je vais pas négocier la formule, ouais, je vais faire du downsell, quoi. Je vais créer une formule d'accompagnement qui correspond à leur budget, ouais, mais qui respecte aussi, d'accord. comme moi En j'adore tout ta cas, formule de voilà. le prix Ouais. qui m'honore, tu vois. Oui, Il faut oui, que ça oui. m'honore. Ah, Voilà. ben c'est sûr et certain. Non, mais c'était marrant de se dire, avant même de se dire qu'est-ce que j'en fais, parce qu'on peut décider de ne pas changer les prix, Mm. ou alors voilà, Ouais. de proposer autre chose. Mais ce que ça génère en moi comme émotion, c'est Moi, c'est pas la oh fête. là là, il négocie. Oh, c'est dire que j'ai pas été convaincante. Alors que chez Juliette, donc je fais un coucou à Juliette Ledoux que j'avais reçue à l'antenne de ce podcast. Elle, c'est quand quelqu'un commence à négocier, ah, ça y est, la fête Ouais, commence, ça quoi. Et commence. j'avais trouvé Ouais. ça rigolo. Moi, c'est pas ça. Bon, bienvenue Laura. Merci. Donc aujourd'hui, je reçois Laura Bokobza qui nous régale sur LinkedIn depuis longtemps. Tu fais, je pense, je sais pas si c'est un post par semaine ou Plusieurs. plusieurs. Non, mais sur le sujet d'aujourd'hui, sur les biais Alors, sur le sujet cognitifs. d'aujourd'hui, ouais, c'est une Ouais. édition de newsletter par semaine sur LinkedIn. Voilà, donc du coup, par la force des choses, tu es devenue un peu une experte des biais cognitifs. Mm. Moi, c'est un sujet que j'adore. Je l'utilise beaucoup dans mes coachings. Et ça fait longtemps, donc toi et moi, on se connaît depuis un petit moment. On est Mm. dans le même collectif Sidekick ensemble. Et à chaque fois qu'on se voit, on se dit, ah, mais il faut absolument faire un épisode sur les biais cognitifs. Ouais. Enfin, on a Enfin, réussi à on est trouver là. une date. Voilà. Exactement. Mais raconte-moi d'abord et à nos auditeurs comment t'en es arrivé à t'intéresser aux biais cognitifs, c'est quoi tes activités, etc. Qui es-tu? Ta vie, ton œuvre. Ma vie, mon œuvre. Alors, moi, j'ai commencé à m'intéresser au biais cognitif, pas du tout sous l'angle par lequel je l'utilise aujourd'hui autour de la prise de décision des dirigeants, mais d'abord parce que moi, je viens du marketing et de la marque. Et qu'en fait, je me suis beaucoup intéressée au nudge marketing. Donc, tout ce qui va être, effectivement, inciter les gens à passer à l'action d'une certaine façon, sans la grosse promo, etc. Et donc, j'ai plongé dans les biais cognitifs du nudge marketing, donc évidemment Daniel Kahneman, évidemment Olivier Sibony, et tous les grands du nudge marketing, et j'ai trouvé ça assez passionnant. Et j'ai commencé à écrire sur LinkedIn dessus, alors même que j'étais déjà devenue sparring partner. Donc pour refaire un peu ma vie, mon œuvre, j'ai été pendant 20 ans corporate à des postes C-level, plutôt autour de la verticale client, de la strate jusqu'au service client. Et depuis 7 ans maintenant, j'accompagne des dirigeants en tant que sparring partner. Et quand j'ai commencé à écrire sur LinkedIn, au moment où je suis devenue indépendante, j'écrivais plutôt sous cet angle marketing, en fait. Mais je me rendais compte que cette connaissance des biais cognitifs m'aidait énormément dans ma pratique d'accompagnement, parce que je décelais, en fait, des angles morts chez les dirigeants que j'accompagnais. Et j'ai commencé à les analyser beaucoup plus, ces biais cognitifs, de ce point de vue de comment est-ce qu'ils obèrent, en fait, la prise de décision du dirigeant, parce que moi, c'est vraiment mon sujet de prédilection. Et donc, après avoir écrit beaucoup des posts sur les biais cognitifs, je me suis arrêtée, j'ai bien réfléchi. Et là, maintenant, j'ai donc une édition par semaine où vraiment, là, je vais beaucoup plus loin qu'un post parce que je vais effectivement décrire le mécanisme, mais je vais aussi donner des clés, en fait, pour s'en sortir. D'accord, donc à chaque édition de ta newsletter, il y a un biais cognitif que tu décortiques de A à Z en montrant comment ça altère ou en tout cas ça influence nos prises de décision et d'autres éléments, quoi. Exactement. Et alors juste, parce que nos auditeurs et nos auditrices connaissent pas forcément très bien, tu parlais de Olivier Sibony et de Daniel Kahneman. Kahneman, Alors ouais. moi je les connais, mais justement, si Ouais. tu devais les présenter, qu'est-ce qu'ils ont dit sur les biais cognitifs et tout Alors, ça? Daniel Kahneman, qui est décédé il y a moins de 2 ans, est un monsieur qui a écrit, pour moi, un bouquin absolument référence que les Français ont traduit par Système 1, Système 2, mais que j'adore le titre anglais, en fait, Thinking Fast and Slow, donc penser vite et penser lentement, ce que je trouve beaucoup plus évocateur, en fait, que juste le nom des systèmes. Et en fait, c'est un bouquin qui a un gros pavé quand même, qui explique que, on reste des sapiens, hein, donc on a un cerveau on n'a pas suffisamment eu de temps depuis l'ère technologique pour évoluer en fait de nos réflexes de la savane et d'autres terres pas forcément accueillantes. Et donc notre cerveau, il va
analyser toute situation d'abord de façon rapide avec son système 1 et on va avoir une réaction réflexe en fait. C'est un peu le c'est fight, flee. J'ai oublié le troisième. Fight, freeze, flee. Merci. C'est ça. Ouais. Donc ça, c'est vraiment la première réaction. Donc c'est le système 1. Et en fait, il y a un système 2 que tu vas activer qu'à certains moments parce qu'il est extrêmement énergivore. Et donc, comme il vient te bouffer de l'énergie, le boulot du cerveau, c'est de te protéger de ne pas consommer ton énergie. Donc, il ne va pas l'activer tout le temps. Où là, tu peux rentrer dans un raisonnement beaucoup plus complet et voir les choses bien. Et donc, les biais, c'est vraiment le système 1 à l'œuvre. C'est donc toutes tes réactions réflexes. Et qui te fait gagner du temps. Alors, c'est très utile jusqu'à ce que ça ne le soit plus. C'est un peu toujours le problème. Alors, juste une aparté, je bois du petit lait parce que, en fait, c'est exactement les fondements de la méthode 108 milliards, ce que tu es en train de dire, mais tu es en train de le dire un peu différemment. Et je trouve ça génial. Moi, je dis souvent aux gens que je coach ou même aux gens avec qui je discute, écoutez des concepts avec des mots différents, de voix différentes et tout, parce que c'est très enrichissant. Donc, je fais comme si je connaissais rien à tout ça, ça me passionne, vas-y. Et donc Daniel Kahneman, il a écrit ce bouquin un peu fondateur, en fait, de toutes ces études. D'ailleurs, il a eu un prix Nobel. Il a eu un prix Nobel, absolument, en économie. Il a écrit ensuite d'autres bouquins, dont un avec Olivier Sibony, et évidemment c'est juste maintenant que j'oublie son titre, mais qui voilà, il a fait énormément d'expériences aussi pour tester en fait ces biais, l'impact de ces biais. Et donc Olivier Sibony, c'est un Français. Si vous voulez le lire, le plus simple, c'est de s'abonner à TTSO, parce que tous les mercredis, il a une rubrique dans TTSO. Donc c'est Time to Sign Off. C'est une newsletter qui arrive à 18h tous les jours de la semaine. Et le mercredi, il a une rubrique dans TTSO où il décrypte un petit peu nos réactions cognitives, en fait, et ce que ça peut vouloir dire de nous, du contexte et tout. Et donc, il a aussi écrit pas mal de bouquins. Je crois qu'il est prof à HEC également. Olivier Sibony, je ne vous connais pas. J'espère que je ne me trompe pas, mais je crois que c'est ça. Et donc, il a écrit un bouquin qui s'appelle « Vous allez commettre une terrible erreur » pour les dirigeants aussi, et qui m'a beaucoup inspirée aussi dans ma pratique, parce que d'abord, la façon dont il les décrit, ça m'a beaucoup inspiré aussi pour la façon dont moi j'allais parler des biais, parce qu'au début je me disais, je suis pas neuroscientifique, j'ai pas étudié les biais de façon académique. Moi, je suis d'une génération où il fallait un diplôme à chaque fois pour être légitime pour parler de quelque chose, donc j'ai passé des diplômes à chaque fois que je voulais commencer une nouvelle pratique, et je n'ai pas passé de diplôme sur les biais cognitifs, donc je me sentais un petit peu illégitime. Ça aussi, c'est un sujet dont on pourrait parler pendant des heures. Je résiste à l'envie on a rigolé avant de passer à l'antenne, de te psychanalyser. Oui, voilà. Mais toujours est-il qu'il m'a aussi beaucoup décomplexé par rapport à ça, parce qu'il en parle avec des mots très simples et avec des exemples de la vie quotidienne, et pas du tout avec des termes scientifiques on n'est pas en train d'écrire une thèse sur le biais cognitif. Et donc ça m'a vraiment décomplexé, d'abord pour écrire donc ces posts d'un point de vue marketing, et puis ensuite pour écrire la newsletter, parce qu'en fait je trouve ça absolument fascinant, ces biais. On en est tous victimes. Enfin, on a tous à un moment donné des biais. C'est bien pour ça d'ailleurs que nous-mêmes on se fait superviser. C'est parce que on voit pas sur soi-même. Mais c'est génial parce qu'il y a des façons de reprendre le contrôle. D'accord. Et c'est sur ça que je veux travailler avec les dirigeants que j'accompagne. C'est génial. Et si tu devais nous donner un peu, peut-être des exemples très concrets, un peu rigolos, soit des cas avec des dirigeants, soit toi dans ta vie, où vraiment tu as décelé un biais à l'œuvre qui allait t'emmener, qui allait te faire une terrible erreur, ou tu vois, qu'est-ce que tu as d'anecdotes? Alors des anecdotes, j'en ai pas mal. En fait, en plus, ce qui est compliqué toujours avec les biais, c'est qu'il y en a rarement un seul à l'œuvre. C'est-à-dire que moi, je les analyse un par un parce que c'est plus facile pour le cerveau humain, des gens qui ne les connaissent pas, pour les appréhender. Mais en fait, il y a rarement un seul biais à l'œuvre. Par exemple, un des biais qu'on voit beaucoup dans les startups, moi j'évolue beaucoup dans l'univers des startups, les dirigeants que j'accompagne, les associés aussi, sur les désalignements d'associés, etc. En fait, c'est vraiment le favoritisme intragroupe, par exemple. Ça, c'est un biais que je trouve absolument fascinant dans la French Tech. Absolument fascinant, parce que personne s'en rend compte, en fait. C'est comme si, alors que c'est le nez au milieu de la figure, il doit y avoir une dizaine d'écoles entre commerce et technique dont ils sortent.
Ils sont quand même beaucoup très très blancs, hein, Mm. quand même. Ils ont tous le même âge, parce que c'est pas qu'une question aussi. Et d'ailleurs, on appelle bien ça la mafia Doctolib, la mafia, parce qu'en fait, c'est vraiment des groupes comme ça qui se reconnaissent entre eux. Et donc, le favoritisme intragroupe, c'est, en fait, inconsciemment, parce que c'est pas des gens méchants, hein, du tout. Non, c'est des biais. C'est juste un biais. Inconsciemment, ils vont privilégier les gens qui leur ressemblent. Ouais. Et ça, dans la French Tech, pour moi, c'est un des sujets qui fait que on a du mal aujourd'hui à sortir un peu des sentiers battus et à innover pour de vrai, parce que tout le monde pense pareil, en fait. Ouais. Mais c'est intéressant. Alors, dans un truc qui n'a rien à voir, on a vu ce biais à l'œuvre. J'ai interviewé l'année dernière une écrivaine marocaine qui avait écrit un livre, donc Zineb Mekouar, que j'embrasse, qui avait écrit un livre qui reflétait un peu les différences de classe sociale au Maroc et la violence de ça. Et pas qu'au Maroc, en vrai, c'est pour ça qu'on avait élargi. Mais bon, nous, voilà, on a parlé du Maroc. Et comment, quand on est de bonne famille, ce qu'on appelle de bonne famille chez nous, et puis le reste. Et en fait, quand je te dis on l'a vu à l'œuvre, ce truc-là, c'est direct. Avant même qu'on commence l'enregistrement, alors qu'on se connaissait, on s'était jamais vu personnellement, donc on avait échangé, on nous avait mis en relation et tout, mais direct, mais d'accord, mais tu connais machin, et t'étais au lycée avec machin, et ta tante elle connaît, et en fait, en 2 secondes, elle et moi, on s'est sentis en mode, ok, en fait, elle est des nôtres, et voilà, ouais, c'est un peu. Mais ça, tu décris le côté positif du biais, parce positif que et pas positif, parce que justement, on allait parler d'un sujet. Et déjà, en fait, on en parlait d'un certain angle de nous, on vient d'un certain milieu social. Ouais. Et je me suis juste vue, en fait, j'ai juste revu ma mère qui, quand mes amis venaient à la maison, elle faisait l'espèce d'interrogatoire. Toi aussi bien sûr. Et ton père, il fait quoi? Et ta mère, elle fait quoi? Exactement. Et tu fais quoi comme études? Ouais, et puis elle, j'ai c'était vécu ça. vachement les familles. Donc Bah oui. attends, qui a le même nom de famille que toi, est-ce qu'elle est de ta famille? Ah oui, tu sais qu'elle était avec moi au lycée. Ok, c'est bon. Et direct, c'était une façon pour elle de filtrer un peu mes amis, quoi. Enfin, de vérifier que ça faisait partie du même monde. Et on parle vraiment de ça, du même monde, du même sérail. Et l'être humain, en fait, et ça fait vraiment partie de ce système, l'être humain a besoin de se sentir rassuré qu'il est avec ses pairs. Alors, on parle beaucoup de ses pairs, mais en fait, pour l'être humain, ses pairs, c'est pas qu'ils ont le même statut social, forcément. C'est d'autres marqueurs. Il peut y en avoir plein, en fait. Il peut y en avoir plein. Et quand on dit parle avec tes pairs pour que les dirigeants parlent entre eux, en fait... ils sont pas tous pairs au même niveau, justement, par rapport à ça. Et par exemple, donc toi, tu dis, on a du mal à innover parce que, en fait, notre French Tech est très peu diversifiée. C'est ça qu'on pourrait dire, en tout cas au niveau des dirigeants, etc. Et qu'est-ce que tu recommandes aux dirigeants que tu accompagnes quand ils ouvrent les yeux sur le fait qu'ils parlent qu'à des gens qui leur ressemblent énormément, qui recrutent que des gens qui leur ressemblent, etc. Qui font confiance, en fait, qu'à des gens qui leur ressemblent. Oui, parce que c'est beaucoup une question de confiance, effectivement, tu as raison. C'est un des biais les plus compliqués à contrer, en fait. Parce qu'en plus, le microcosme est devenu tellement presque incestueux, si tu veux, que en fait, même s'ils essayent pour certains d'ouvrir leur chakra et donc et d'ouvrir aussi leurs portes à d'autres profils, il faudrait que ça arrive. En fait, ça commence bien avant le monde de l'entreprise, en fait, tout ça. Tu vois, on parle des femmes. Moi, je suis atterrée. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur. Je suis rentrée en école d'ingénieur en 91. Il y avait plus de femmes en prépa quasiment que maintenant, en fait. Ça s'arrange pas. En prépa scientifique, et alors qu'à l'époque, on se disait, on est trop peu, il faut que ça monte et tout ça, tu vois. Et sur les autres types de diversité, parce qu'évidemment, la minorité la plus grande restant quand même les femmes, alors on appelle minorité alors qu'on est plus nombreux, ça j'ai toujours pas compris, mais oui, enfin, quand on parle d'origine sociale, évidemment de couleur de peau, d'origine ethnique, c'est encore plus flagrant. Et alors surtout, c'est... oui, mais tu comprends, si je prends quelqu'un d'un BTS, je suis pas sûre qu'il aura les mêmes réflexes que quelqu'un qui a fait telle école ou telle école, alors que souvent, ceux qui arrivent à avoir Bac+5 en étant passés par des chemins qui sont considérés comme des chemins détournés par ces dirigeants, c'est qu'ils avaient quand même une... La niaque et... Ouais, j'allais dire grit, tu vois, en anglais, quoi. Vraiment, la niaque, c'est un très bon mot. Cette volonté et qu'ils ont réussi. Et parfois, s'ils n'ont pas fait les grandes écoles dès après le bac, c'est aussi parce que, justement, leur milieu, leurs parents, ils n'avaient pas le modèle, ils n'avaient pas les codes, ils n'avaient pas les clés, mais qu'en fait, c'est bien là qu'ils voulaient arriver. Et peut-être de façon plus... J'ai pas envie d'utiliser le mot méritante, mais presque que un fils de bonne famille
du 16e arrondissement, qui va faire la voie tracée, mais sans force, et qui va très bien réussir. Je dis pas qu'il la mérite pas, mais il va pas forcément avoir ce drive et cette volonté chevillée au corps de la même façon. Et alors il y a plein de choses dans ce que tu dis qui m'appellent. Moi, il y avait un dirigeant justement qui avait pris conscience un peu de ce biais. Et il est même allé plus loin, il m'a dit, mais Mounia, en fait, c'est super difficile parce que je me rends compte que même la façon dont j'évalue, même la façon dont je rédige les fiches de poste, pas que moi, toute sa boîte, la façon dont on rédige les fiches de poste, la façon dont on communique avec les candidats, à tous les niveaux du process, il me dit, en fait, je dis, par exemple, lui, il commençait toujours, quand il voulait recruter un C-level, dire, ah, mais là, il nous faut une femme, on n'a pas assez de femmes, on va tout faire, on va vraiment y donner les directives, même un peu de discrimination positive, de dire plus de CV, enfin, il faut qu'on ait XCV de femmes, etc. Mais il me dit, mais après, à la fin des fins, comme par hasard, on atterrissait toujours sur, finalement, on a pris un mec, et c'était pas de la mauvaise volonté, il essayait vraiment, mais il se rendait compte que le biais était tellement fort que ça allait, même la façon dont il voit le monde, la façon dont on travaille, c'est hyper super puissant. Inconscient. C'est super inconscient. C'est tous les micro signaux que tu envoies, dont tu n'as pas conscience. Donc tu peux avoir la meilleure volonté du monde, mais c'est une remarque, c'est un sourire au mauvais moment dans un entretien qui va faire que la femme va se dire non mais en fait ce job il est peut-être pas pour moi. Et puis c'est un manque d'habitude aussi de ce que ça veut dire de travailler avec des gens différents. C'est-à-dire que la moindre dissonance dans une réponse à l'entretien par rapport à ce à quoi tu as l'habitude, ça peut être un red flag que tu vas pas forcément analyser comme ça, alors qu'en fait, c'est juste que, oui, forcément, elle répond différemment parce que une femme a un passé et un environnement qui fait qu'elle réagit pas forcément de la même façon aujourd'hui. Et puis là, on dit femme-homme, il y a plein d'autres rôles assez gens différents. Alors moi, j'ai trouvé un angle qui résout pas le problème à 100%. Moi, je suis aussi assez pragmatique à me dire, oui, mais on va faire ça petit à petit, c'est déjà cool qu'on en parle, c'est déjà bien d'avoir des dirigeants qui se disent, ah, j'ai envie de faire autrement. Mais c'est d'essayer de trouver les points, en fait, d'utiliser le biais, de trouver les points communs avec des gens qui sont très différents. Par exemple, si je suis en train de discuter avec quelqu'un qui vient pas du tout de la même école d'ingé que moi, du même milieu social, du même pays, de tout ça, je vais me demander, ok, c'est quoi les trucs communs que j'ai avec cette personne ? Et en fait, on en trouve beaucoup plus qu'on le pense. Et celui qui m'a inspiré à ça, c'est un livre, c'est le livre de Amin Malouf, qui est académicien, qui s'appelle « Les identités meurtrières », qui est passionnant. Moi, ce livre, je le fais lire beaucoup, et notamment le début aux gens, que ce soit en coaching ou que ce soit... J'en fais un peu moins maintenant, mais je faisais beaucoup de préparation au mariage. Je leur disais, mais c'est important de vous demander c'est quoi vos identités, ça va rentrer en ligne de compte. Et lui, justement, déjà, c'est les identités. Ouais. Et ce qu'il dit, il dit, mais moi, on me demande souvent si je me sens plus libanais que français. Il dit, mais cette question, elle lui semble absurde. L'identité ne se compartimente pas. Et il dit, en fait, donc il est d'origine libanaise, il est chrétien. Il me dit, en fait, quand tu regardes la terre, notamment en Méditerranée, c'est hyper intéressant. Il dit, cette terre-là, pendant l'Empire romain, j'aurais été citoyen romain. Là, je me sens arabe, mais je me sens aussi français, je me sens chrétien. Enfin, c'est compliqué, quoi. Ouais. Et de se dire que à différents moments de l'histoire, j'aurais pu aller sur une autre identité, mais qu'elle fait partie de moi. Et que parfois, en fonction du contexte, chacun de nous va s'accrocher à une partie de son identité ou de ses identités qui vont devenir, par exemple, typiquement, la French Tech, on va s'accrocher à certaines parties de nos identités qui sont j'ai fait une grande école, je viens d'un certain milieu social, j'ai fait ma prépa dans le 16e, je me comprends quand je discute avec des gens comme ça. Mais en fait, il y a plein d'autres parties de mes identités. Typiquement, moi, femme, marocaine, tu vois, donc, et comment, quand je vais rencontrer quelqu'un qui n'a pas fait grande école, qui n'a pas fait machin, mais par exemple, qui est étranger en France, déjà, il y a un point commun. Ou juste qui adore le yoga, qui n'a rien à voir avec moi. Parler de sport, effectivement. Voilà, mais qui adore le yoga, ou qui est fan de je sais pas quel plat. Et donc, se demander toujours, en fait, mettre un peu son biais au service de, tiens, vas-y, là, tu cherches ce que j'ai en commun avec cette personne. C'est super intéressant de le présenter comme ça, de chercher les points communs, parce qu'effectivement, va y en avoir. Il va forcément y en avoir, et ça peut être aussi bien une passion sportive d'un auteur, d'une série même, pourquoi pas. Ça peut être effectivement un passage de vie aussi, qui peut être intéressant. Mais écoute, merci beaucoup pour la reco, parce que je ne le connais pas, ce bouquin. Donc, je connaissais Amin Malouf, mais pas les identités meurtrières. Donc, je vais lire. Mais je voudrais des nouvelles. Ouais, exactement. Je voudrais aussi parler d'un biais qui est à l'inverse. On a parlé de la French Tech, mais on va aussi parler des PME, parce qu'on ne peut pas parler que de la French Tech, qui font aussi plein de choses bien.
la PME, elle est dans le biais du statu quo. Ah, alors vas-y, raconte. Donc, le biais du statu quo, c'est j'ai tellement d'options, j'ai tellement de complexité à décider, j'ai tellement de flou sur les conséquences de mes décisions qu'en fait, je bouge pas. Et je ne fais rien. Ouais, le coût de ne pas bouger en plus. Et le coût de l'inaction est terrible, mais aujourd'hui, il n'est jamais calculé. En fait, il n'est jamais calculé. Et c'est, pour le coup, quand j'accompagne des PME, c'est plus souvent celui-là que je vois que le favoritisme intragroupe. Et, est-ce que c'est un petit côté, bon, c'est pas ouf là où on en est, mais jusqu'ici, tout va bien, donc on s'accroche. C'est un peu ça. Jusqu'ici, tout va bien. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant que je sois en fait contactée souvent par des dirigeants en PME qui sont soit dans un moment charnière de l'entreprise, soit carrément des enfants qui sont les successeurs de leurs parents et qui cherchent justement à sortir de ce biais qui est un biais en plus collectif, qui n'est pas qu'un biais individuel, mais qui est vraiment vécu. Est-ce qu'il y a le petit côté pourquoi on fait comme ça ? On a toujours fait comme ça. Ouais. Ah, c'est ça le biais du statu quo. Il y a aussi, on a toujours fait comme ça, mais c'est surtout la peur de changer, vraiment. C'est vraiment changer, c'est prendre un risque. Mais d'ailleurs, le cerveau, moi j'appelle ça mode automatique adaptatif, ce que Kahneman appelle... Oui, le système 1. Système 1, système 2, le mode automatique déteste le changement. Déteste ça. Ouais. Il déteste ça. Donc du coup, et c'est vrai qu'en plus, on a parlé de biais à l'échelle individuelle, mais ces biais-là, ils se vivent aussi évidemment à l'échelle collective. Hein. Et donc souvent, quand un enfant reprend la boîte de son père ou de sa mère, plus souvent de son père aujourd'hui, il se rend compte qu'en fait, c'est une culture d'entreprise qu'il faut qu'il change. Et donc, il vient chercher aussi des clés pour d'abord lui ne pas être victime du biais, mais aussi pouvoir embarquer en fait des équipes, comment les rassurer, comment minimiser en fait le risque perçu, parce qu'on parle de risque perçu uniquement, pour que il arrive à embarquer les équipes, parce qu'on sait que si les équipes sont pas embarquées, c'est beaucoup plus compliqué de faire des changements. Et est-ce que, comme tu disais au début de l'épisode, que souvent, il n'y en a pas qu'un seul de biais qui est à l'œuvre, est-ce que dans les cas de reprise, notamment de sociétés familiales, etc., est-ce qu'il ne viendrait pas, ce biais de statu quo, se faire équipe avec je ne sais pas si ça existe d'ailleurs, une forme de biais de loyauté, de mon père, mon grand-père ont créé cette entreprise. Et en plus, quand c'est la famille, alors là, la loyauté, elle va aller bien plus loin que juste au niveau professionnel. Ouais, il peut y avoir de ça. Il va y avoir aussi, parfois, à l'inverse, il faut que je montre que je ne suis pas pareil. Et donc, un biais d'action qui vient s'entrechoquer en fait avec le biais de statu quo, juste pour exister et pour montrer que moi aussi je fais des choses et moi aussi je vais marquer dans cette entreprise de ma marque. C'est quoi, c'est l'ado rebelle ? Et oui, alors c'est plus, c'est pas rebelle, c'est plus je veux que papa soit fier de moi. Ok, donc c'est l'individuation. Ouais, c'est ça, c'est plus, alors c'est pas tuer le père, mais presque, mais c'est vraiment je veux que papa voit que moi aussi je fais des choses et c'est pas juste, ça ronronne pas simplement avec ce que lui m'a donné, il faut que je fasse un truc qu'on puisse dire que c'est moi qui l'ai fait le premier dans l'entreprise. Et ça, je le vois aussi beaucoup, mais là, on est moins dans le domaine du biais qu'effectivement dans le domaine de la relation familiale, et dans ça, je ne suis pas experte. Et comment tu fais alors ? Parce qu'en vrai, quand tu travailles avec un dirigeant qui a repris une société familiale, la partie famille s'invite partout. La partie famille, elle est partout, et quand la partie famille prend une part trop importante par rapport à ce que moi, j'estime être capable de gérer, je le dirige vers quelqu'un dont c'est la spécialité. D'accord. En fait. Ouais. Moi, tu bosses en équipe. Ah ouais, moi, j'ai aucun problème à passer la main sur certains sujets quand je vois qu'un déblocage, moi, je suis pas en mesure en fait de le travailler et j'ai aucun problème à dire je ne sais pas. En fait, je ne sais pas faire parce que personne peut savoir tout faire. Donc, il y a un dirigeant et moi, j'estime qu'il a besoin d'une équipe pour l'entourer en fait. Tu vois, moi je suis ni directrice financière pour faire des prévisions au cordeau, ni psy, ni préparatrice mentale pour tu vois les négos difficiles. Enfin, il y a plein de compétences en fait qui doivent entourer le dirigeant. Et moi qui vis avec mon cher et tendre, qui a été athlète à assez haut niveau, pas athlète de haut niveau parce qu'il a jamais fait de compétition après ses 18 ans, mais quand même à assez haut niveau et qui a pratiqué le sport pendant très longtemps. En fait, c'est lui qui m'a appris toutes ces façons dont les athlètes s'entourent avec le préparateur physique, le préparateur mental, le sparring partner, l'entraîneur, le kiné. Enfin, c'est vraiment toutes ces disciplines qui viennent faire que le champion peut monter au top de sa forme et y rester, quoi.
Super. Bon, ça n'a rien à voir avec l'épisode d'aujourd'hui, mais puisque tu l'évoques, justement, pour moi, le rôle un peu de sparring partner, c'est... Et souvent, le sparring partner a quelques compétences en plus qu'il va utiliser, et puis d'autres qu'il va diriger, mais c'est d'aider le dirigeant ou l'entrepreneur à s'entourer correctement et à se poser la question. Et enfin, s'il sort d'une session avec son sparring partner en disant, bon, là, j'ai besoin de faire, moi j'adore en ce moment, d'aller faire une constellation familiale, parce que voilà, ou de prendre un préparateur mental, ou que sais-je, je trouve que c'est ça un peu le rôle, c'est de permettre aux dirigeants aussi pas de répondre à toutes les questions, effectivement, mais c'est d'être la réunion de la semaine ou des 2 semaines où on se dit, OK, de quoi j'ai besoin pour avancer. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est souvent, enfin moi maintenant, j'imagine que toi aussi, à force, souvent ils me demandent à moi en fait des recommandations de la bonne personne, parce que tu as établi la relation de confiance, etc. Donc oui, je commence à recommander des gens dans certaines disciplines dans lesquelles je connais, mais toujours sans apport d'affaires, pour garder cette distance aussi et rester du côté du dirigeant. En fait. C'est-à-dire, moi, vraiment, mon seul client, c'est le dirigeant, c'est le seul. Et donc, s'il n'est pas content, il faut que je sois complètement libre de pouvoir aussi ne pas avoir cette relation financière avec la personne que j'ai recommandée. Oui, je suis d'accord avec toi. Super. Ok, alors revenons au biais. Si tu devais nous donner des exemples peut-être qui concernent plus le quotidien, parce que là on a parlé des dirigeants donc de PME ou de la French Tech, mais des trucs genre je sais pas dans mon quotidien, des choses assez qui vont parler à tout le monde, tu vois. Moi mon préféré qui parle à tout le monde, c'est l'effet Zeigarnik. Comment ça s'appelle ? L'effet Zeigarnik. Ah ouais, il a un nom. Ouais, en fait, c'est le nom de la chercheuse polonaise qui l'a trouvé, une chercheuse polonaise dans les années 30. L'effet Zeigarnik, c'est le fait que si t'as pas fini un truc, ça va te trotter dans la tête. C'est le fait que tu vas te dire à 17h, tu vas fermer tes mails en disant non mais ce mail-là, j'y répondrai demain. Et en fait, à 22h, quand tu es dans ton lit, ce mail-là, il tourne dans ta tête. D'accord. Parce qu'en fait, le cerveau a besoin de fermer les boucles. Et donc, ça parle à tout le monde parce que tu n'as pas besoin d'être dirigeant pour le vivre. Et tout le monde le vit. Et il y a des choses assez simples, en fait, pour s'en prémunir. Des choses assez simples comme de conscientiser le pourquoi. Là, je ne réponds pas à ce mail parce que j'ai besoin d'analyser tel truc, de collater tel document, etc. Donc, j'y répondrai avant demain 18h. Le fait de te le dire, tu dis à ton cerveau, c'est bon, j'ai un plan. J'ai un plan pour le traiter. Et de le mettre, moi, ce que j'aime bien parfois, alors peut-être pas juste pour un mail, mais c'est de mettre du coup un créneau demain 18h. Dans l'agenda. Et ça rassure mon cerveau. Exactement. C'est bon, c'est calé, t'inquiète, n'y pense plus. Exactement. Ok, alors moi, j'ai observé un de mes comportements, rien à voir avec les mails et tout, mais c'est quand je suis dans ma cuisine, je vais commencer plein de tâches sans les finir. Tu vois, j'ai un peu les poupages. Je vais commencer à vider le lave-vaisselle, mais je vais le faire à moitié. Puis je vais commencer à nettoyer une casserole. Et puis je vais lancer la cuisson. Et puis, enfin, tu vois, et puis limite, je vais aller ranger. Tiens, je trouve un cahier de mon fils. Je vais aller le mettre dans sa chambre. Et puis, comme je vais arriver dans sa chambre, je vais me rendre compte que c'est le bazar. Enfin, tu vois, le côté. Est-ce que ça a à voir avec ça ? Parce que je pense que ça crée du stress pour moi. Alors, la conséquence de ça, la conséquence, c'est que ça te crée une charge mentale, en fait, énorme. Parce que ton cerveau, il accumule tout ce que tu as commencé. Oui, j'ai l'impression que c'est des boîtes. Voilà. Et c'est exactement, c'est vraiment les poupées gigognes. En revanche, c'est pas l'effet Zeigarnik qui fait que tu les démarres. Ce qui fait que tu les démarres, ça peut être plein de choses. Ça peut être un biais d'action déjà, de jamais vouloir remettre à demain. Et donc, tu vois un truc, boum, il faut que tu le fasses tout de suite. Ça peut être aussi, moi j'ai un fils dont je soupçonne qu'il a peut-être quelques troubles de l'attention. Tu vois, ça peut venir aussi de certains troubles de l'attention. Mais en revanche, la conséquence de tout ça, c'est effectivement que ça rajoute une charge mentale à la charge mentale. Et donc, il faut pas, en fait. Le cerveau a besoin qu'on ferme les choses. Il a besoin de savoir que c'est fini. Parce que sinon, c'est comme quand ton ordinateur, si tu ouvres plein d'applis en même temps, il rame, quoi. C'est pareil pour ton cerveau. Évidemment. Mais non, mais je me suis dit, en plus, c'est cool parce que c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup d'enjeux, en vrai, pour moi. Et mine de rien, moi, j'adore les endroits sans enjeux où tu peux exercer ton cerveau. Et donc, peut-être me dire dans les prochaines semaines, j'ai commencé un peu à le faire, mais là, c'est intéressant, tu me motives. De finir les choses. D'abord, je vide le lave-vaisselle. J'ai commencé le lave-vaisselle, je finis. Et ensuite... Mais pour la chambre de l'enfant, on le fait tous. Hein. Tu vas dans la chambre de ton enfant pour quelque chose et forcément, tu trouves 50 autres trucs à faire. Moi, j'ose plus pousser la porte. Là. Il est un peu plus grand que le mien. Ouais, il est plus grand, moi. Il est plus grand. Il a le brevet, là.
Ok, donc ouais, l'effet Zeigarnik. Donc ça, pour s'en prémunir, c'est vraiment prévenir son cerveau. Moi, j'aime bien dire aux gens et tout, mais parlez à votre cerveau automatique, Ouais. comme à un enfant, où t'inquiète pas, ça c'est géré, ça va bien se passer. Effectivement, Donc ça, je le mettre fais dans demain. l'agenda Ouais. ou faire. Enfin, moi, je suis pas une fan de to-do list parce que je trouve que souvent on les fait pas en fait. Mais en revanche, de noter le soir avant d'arrêter ta journée de travail, de noter les 3 trucs dont tu vas t'occuper demain. Ouais. Et ben ça, c'est 3 trucs dont ton cerveau sait. Ok, ça c'est bon, c'est géré. Enfin, Ouais. Et il te dérange pas et il te après. dérange pas après pour t'endormir, quoi. Génial. Ok. T'en as d'autres des biais, moi je. Oh bah écoute, les biais, on pourrait en parler. Tu sais, il y a un codex qui en recense 188. 188. Et l'effet Zeigarnik est même pas dedans. Ah Donc, oui, tu donc vois. c'est-à-dire que c'est pas exhaustif. Et ce que Non. j'entends, c'est que en fait, à chaque fois, on peut aller dans la précision, mais qu'il y a peut-être des grandes familles. Oui, non il y a des grandes familles. Alors, en c'est fait. quoi les grandes familles Alors, un peu que tu as identifiées? Les grandes familles, c'est même pas moi qui les ai identifiées, c'est ce fameux codex. Les grandes familles, c'est le besoin d'information. Okay. Donc, par exemple, ton cerveau va aller compléter quand il estime qu'il n'a pas assez d'informations. En fait, ton cerveau, il fait avec ce qu'il a. Donc, en mode automatique. Donc, si il lui manque des informations, il va aller compléter les informations. C'est par exemple les fameuses lois de Gestalt dans l'UX ou dans le design. Quand tu vois le logo, par exemple, WWF qui représente un panda, en fait, il n'y a pas les traits du panda. Mais ton cerveau, il complète. Donc, donc, en fait, il y a plein de biais autour de ça. On veut aller compléter avec des informations. C'est par exemple le favoritisme intragroupe, c'est ça. C'est il a fait la même école que moi, donc il est compétent. Ouais, tu vois, c'est vraiment on complète avec des choses. Ensuite, tu as le besoin d'agir vite. Donc tout ce qui va te permettre de prendre des raccourcis. C'est le biais d'action, typiquement, c'est le besoin d'agir vite. Ah, tu peux un peu plus préciser le biais d'action? Ça fait plusieurs fois que tu en parles. Ouais, alors le biais d'action, c'est l'inverse du biais de statu quo. C'est je préfère me mettre en action, quelle que soit la direction, plutôt que de rester là où je suis. Okay. Et comment ils viennent s'entrechoquer en même temps? Donc, parce que j'imagine que tous ces biais, dans nos têtes, quand on ressent à la fois le biais de statu quo et le biais d'action, qu'est-ce qui se passe? Une grande dissonance cognitive, déjà. Donc, une grande... Alors, je ne vais pas dire souffrance, mais oui, une énergie, c'est très énergivore. Ouais. Et on sent bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Voilà, on sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Et parfois, quand je te donnais l'exemple des PME, c'est qu'en fait, le nouveau dirigeant est dans le biais d'action, mais il sent que l'équipe et la culture est dans le biais de statu quo. Donc c'est aussi l'entrechoquement, il peut se faire dans ton propre cerveau, ou il peut se faire aussi avec d'autres personnes, en fait, où tu sens qu'il y a des résistances, en fait, qui sont pas des résistances uniquement de on n'a pas les compétences ou on n'est pas d'accord sur la direction, mais qui sont vraiment des résistances profondes. Donc oui, il y en a beaucoup des biais comme ça. Et donc le biais d'action, c'est je préfère faire, c'est un petit peu, tu vois, tout ce qui a amené à tester, itérer, le grand mantra, tu vois, de la tech, de dire il vaut mieux fait est mieux que parfait. Ça, c'est à petite dose, c'est très bien dirigé, c'est très bien, mais il faut pas non plus lancer des tests dans tous les sens. Il faut pas non plus ne jamais analyser les résultats pour prendre une décision et ensuite y tenir. Tu vois, le biais d'action, c'est je continue de tester parce que je gesticule dans tous les sens. Ouais, c'est ça. Donc c'est aussi une déperdition d'énergie, mais c'est une déperdition d'énergie de tout le reste. Pour que ton cerveau soit à l'aise, en fait. Pour que ton cerveau soit... Là, je suis en action. C'est vrai que moi, je vois des fois des gens qui, même pour leur boulot, ils font plein de trucs, mais quand tu leur demandes, tiens, ouvre ton agenda, t'as passé combien de temps cette semaine sur la chose importante dont tu m'avais parlé il y a 3 semaines en me disant ça, c'est la grosse prio. 15 minutes, et encore. Voilà. Et ça aussi, c'est aussi les... Alors après, ça peut venir non seulement du biais d'action, mais ça peut venir aussi parfois d'une résistance à faire la grosse prio. Oui, c'est de la procrastination. En fait, on peut utiliser l'action pour la procrastiner. Exactement. C'est parfois le cas. Mais donc ça, c'est... Il y a pas mal d'autres biais aussi sur l'action. Il y a ensuite, donc j'ai dit... les phabies, donc j'ai dit agir vite, j'ai dit l'info. Donner plus de sens. On va vouloir donner du sens aux choses. Par exemple, moi, il y a un biais que j'adore, et qui est l'effet Barnum. L'effet Barnum, c'est que, en fait, quand tu lis ton horoscope... Ah oui, c'est le truc sur l'horoscope. Quand tu lis... t'as l'impression que ça parle de toi. Bah ouais. Mais ce qui est fou, c'est que, tu vois, moi, je suis taureau, et qu'en fait, on est, je sais pas combien de millions de taureaux en France, et ça parle à tous les taureaux, en fait. Oui. Et mais si je disais scorpion, ça me parlerait pareil. Mais oui. Parce que c'est rédigé de telle façon que ça va me parler. Donc, c'est parce que ton cerveau, il a besoin de trouver du sens dans les choses. Donc, il y a comme ça quelques biais cognitifs. Et ça, par exemple, un exemple plutôt dans le monde dirigeant, entreprise et tout, comment est-ce que
le besoin de sens, l'effet Barnum peut jouer des tours à un dirigeant? Alors, l'effet Barnum sur un dirigeant, ça peut être d'interpréter ou tous les biais en fait qui donnent du sens en général, c'est d'interpréter les signaux comme allant dans ton sens. Ah, c'est pas contre toi, ça dépend des fois. Il y en a qui vont s'auto-convaincre que leur direction, qu'ils ont raison d'aller dans cette direction-là. C'est là que c'est le plus dangereux, en fait. Ouais. Alors, oui, tu peux aussi te dire les signaux sont contre moi, mais là où je trouve ça plus dangereux, c'est quand le dirigeant s'auto-convainc avec des signaux qui n'en sont pas, en fait, que il a raison d'avoir pris la décision qu'il a prise ou d'aller dans la direction qu'il veut prendre, alors qu'en fait, tout porte à prouver le contraire. Ouais. Tu vois. C'est-à-dire que c'est des fois, en fait, tous ces biais, ils nous font gagner du temps et puis limite, ils peuvent parce que par exemple, moi, je sais que l'un des fondements de ma méthode, c'est de dire aux gens, votre cerveau, il a tellement besoin de cohérence que finalement, se dire, là, j'ai pris la bonne décision, inconsciemment, tu vas agir pour que ça devienne une bonne décision, donc ça peut être vertueux. Absolument. Mais ce que j'entends, c'est qu'au moment où ce truc-là va prendre trop d'importance au point de nier les faits, c'est là où ça devient très dangereux. C'est exactement ça, en fait. Il faut toujours garder la rationalité des faits, en fait. Et on les touche pas, les faits. On les touche pas, les faits. Et c'est pour ça que je parle de surinterprétation. Quand j'ai un dirigeant qui me dit, regarde, il y en a 3 qui m'ont fait le commentaire sur ma nouvelle fonctionnalité que c'était génial. Je dis, ok, sur combien? Et il y a combien de gens qui n'ont Il y a combien de gens qui n'ont rien dit? Il y a combien de gens qui n'ont rien dit? Il y a combien de gens qui ont dit que c'était nul? Mais lui, le fait qu'il va présenter, c'est la présentation, il y en a 3 qui ont dit que c'était génial parce que lui, il adore cette fonctionnalité. Et en fait, quand tu creuses, tu te rends compte que les faits, en fait, il y en a 90 qui n'ont rien dit et il y en a 150 qui ont dit ça complique ce que je faisais avant et j'en veux pas. Donc, les 3, en fait, on s'en fout. Mais ça, c'est assez fréquent. C'est énorme. C'est plutôt fréquent. Et après, il y a tout ce qui va être aussi Mais attends, juste pour rester sur ça, toutes nos superstitions fonctionnent sur ce biais-là, j'imagine. Beaucoup. Et alors moi, avant même de m'intéresser au cerveau, je pense depuis que je suis enfant, j'avais décidé, parce qu'en plus je viens du Maroc, alors on a plein de superstitions, que les superstitions positives, je les adoptais et en gros, je faisais consciemment. Et les superstitions négatives, j'en voulais pas. Et donc, t'as réussi à faire ça, toi? Bah ouais, en fait, je me dis, par exemple, nous, on dit au Maroc que si quelque chose se casse, ça porte bonheur. C'est qu'en fait, il allait arriver un truc et que c'est allé dans le verre, par exemple. Quand, à l'anniversaire de mon fils, l'année dernière, le petit Noah, qui est adorable par ailleurs, a cassé le verre en cristal qui appartenait à mon arrière-grand-mère, heureusement que j'avais cette superstition, parce que du coup, j'étais en mode « Ah, bah merci Noah, c'est cool, je vous ai protégée ». Sinon, je pense que j'aurais été très énervée. Donc voilà, je me dis, cette superstition, elle m'est utile, parce qu'au moins, quand on casse les trucs hyper chers, j'en ai rien à cirer, je suis contente. Tu as l'impression d'avoir évité quelque chose de plus grave. Et les trucs négatifs, je me dis, en fait, on a un proverbe en arabe qui dit si quelqu'un peut pas compter sur ses bras, enfin c'est littéralement, si quelqu'un peut pas compter sur ses bras, il va dire qu'il est ensorcelé. Donc ça vient de l'extérieur, quoi. Et moi, je me dis, tout ça, j'en ai pas besoin, en fait, parce que si j'y crois, ça va marcher, entre guillemets. Ouais, mais je pense qu'il y a beaucoup de si j'y crois, ça va marcher. Parce que là où je te rejoins, c'est qu'on peut tout à fait s'auto-convaincre de choses. Et c'est marrant, moi, je le dis d'une façon différente de toi. Moi, je dis aux dirigeants, quand ils me disent, mais c'est quoi la bonne décision? Et je dis, mais il y a pas, en fait. Il y a la décision que tu prends et on va la rendre bonne. Exactement. Je l'ai cité hier à une coach où j'étais en formation avec elle. Je disais, moi, c'est une coach américaine dont je t'ai parlé juste avant, Stacy Beeman, avec qui j'avais fait une formation sur la vente. Et elle disait, il n'y a pas de bonne décision, il y a ta décision que tu vas rendre bonne. Et ça, pour moi, c'est vraiment le point de départ, en fait, de cette reprogrammation, ce que toi t'appelles la reprogrammation du cerveau, que moi, j'appelais pas comme ça, mais ça revient absolument au même, pour ensuite mettre en œuvre tout ce qu'il faut, et du coup, mais en restant en revanche effectivement attaché aux faits à chaque fois. Ça c'est super important. En fait, c'est ça le basculement entre les biais qu'on choisit limite un peu consciemment, en se disant tiens, ils vont jouer pour moi, et le moment où on est complètement en train de se mettre le doigt dans l'œil, quoi. Exactement. C'est vraiment de rester rattaché aux faits, et c'est là aussi que je trouve que nos accompagnements, si tu veux, c'est aussi mettre le miroir sur les faits. C'est aussi mettre le doigt un dirigeant, et c'est pour ça que je trouve ça très sain quand il se fait accompagner par qui que ce soit, c'est qu'il peut il y a quelqu'un pour le ramener en fait à la réalité, et il part pas, ou elle part pas d'ailleurs, dans non mais je vais bien, tout va bien, quoi. Tu vois. Oui, non, mais c'est clair. Et puis pas que les dirigeants, en vrai. Je pense que moi j'aime bien dire c'est la réunion de la semaine ou des 2 semaines.
dont le sujet c'est avec un regard extérieur, parce que par définition, notre cerveau c'est nous bullshiter. Complètement. Et c'est même le meilleur pour ça. Mais oui, il nous connaît par cœur. C'est le meilleur pour ça. Et c'est là aussi qu'il faut, je pense, quelqu'un de très, enfin, j'ai envie d'utiliser le terme objectif, tu vois. Quelqu'un qui est pas investisseur, qui est pas associé, qui est évidemment pas collaborateur subalterne, qui est pas proche. Ça veut pas dire que moi j'ai des relations très détendues avec les dirigeants que j'accompagne. Certains après sont même devenus des amis, mais pendant que je les accompagnais, il n'y a pas ce côté qui peut marcher dans les deux sens, potes, du conjoint, du pote. C'est pas du tout une conversation ma petite chérie. Mais pour moi, alors ça, au-delà de l'environnement, du contexte, de dire je vais, par exemple, tu peux te dire je vais pas accompagner un ami. Moi, je trouve que c'est une question de posture. Et c'est ce que je transmets aux jeunes coachs là que je forme. Je leur dis, même si vous coachez votre meilleur ami, à un moment, vous rentrez, vous mettez votre casquette de coach. Et vous n'êtes plus la même personne. C'est pas la même personne. Et après, vous sortez de là et vous allez au café. D'ailleurs, moi, l'anecdote, c'est que ma meilleure amie, une de mes meilleures amies, Caro, elle est aussi coach de dirigeant et elle travaille pas mal avec 108 milliards maintenant. Et donc on a fait un peu notre cheminement ensemble de devenir coach alors qu'on était déjà amis. De temps en temps, on s'appelle et l'une embraye en mode coach. et au bout d'une demi-heure, elle me dit bon, tu me passes ma copine Mounia maintenant. C'est ça. Maintenant que tu m'as bien, maintenant tu peux juste me plaindre. Voilà, juste me plaindre. Mais donc c'est aussi une question d'énergie et de. Ok, juste pour rester sur donc on se dit qu'une des clés pour utiliser les biais pour nous et pas contre nous, c'est de rester très attaché aux faits. Mais ce que je remarque aussi, c'est que notre cerveau pour moi, je le vois un peu comme un procès où que ce soit le procureur ou l'avocat de la défense, les deux vont utiliser des faits, vont amener des pièces à conviction devant le tribunal, mais chacun va soigneusement choisir les faits qui étaye sa thèse et va soigneusement laisser de côté les faits. Et notamment quand ton dirigeant te dit il y a 3 personnes qui ont fait un commentaire positif, c'est un peu ce que fait son cerveau inconsciemment. C'est un fait, il y a 3 personnes. Mais comme par hasard, il n'a pas parlé de tous les autres faits. Et donc très concrètement, comment toi tu recommandes d'aller chercher des faits Alors les angles morts, parce que c'est vraiment de ça dont on parle. Oui, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, il y a un biais qui porte ce nom-là, mais qui pour moi en fait regroupe tous les autres. C'est la chose la plus difficile à faire seule. C'est la chose d'aller regarder dans ces angles morts. On n'est techniquement pas équipé pour en fait. Donc ça demande en fait. Alors on n'est pas obligé d'avoir un sparring partner, un coach. Un sidekick pour le faire, mais ça demande allez vraiment. Voir votre grand-mère à la maison de retraite. C'est ça. Ça demande vraiment d'avoir quand même quelqu'un avec qui faire caisse de résonance et souvent quelqu'un de candide, c'est très bien. Parce que la personne qui ne connaît rien au business, donc ça peut être effectivement la grand-mère, un pote qu'on voit par hasard, à qui on va présenter et lui dire vas-y, pose-moi les questions. Pose-moi des questions sur le truc. Et ces questions de candide peuvent aider à éclairer soit des questions qu'on ne s'était pas posées, soit du coup des choses qu'on savait mais qu'on avait choisi de ne pas mettre en avant à ce moment-là. Et donc voilà. Mais ça reste. Et d'ailleurs, si ça réveille en nous un truc émotionnel de non, mais de toute façon, lui, il ne comprend rien. Voilà. C'est qu'il a touché. Et d'ailleurs, alors moi, plein de fois, je connais bien les sujets business dont mes clients me parlent, mais moi, j'utilise énormément cet outil. Et je les taquine, je leur dis vous me payez hyper cher pour vous poser des questions bêtes que vous connaissez déjà. Mais c'est ça mon métier. Mais c'est ça, mais bien sûr. Dire, mais t'es sûr et de remettre en question des choses qui sont pour eux évidentes. Et j'ai eu un cas il n'y a pas longtemps où, en plus, c'est un domaine que je connaissais pour le coup moins bien dans le cinéma et tout ça. Et ma cliente me disait non, mais là, c'est impossible de faire autrement au niveau structuration juridique de son truc et tout. C'est impossible. Ça fait combien d'années qu'elle bosse dedans et tout. Et en fait, rien que le fait que je lâche pas. Et moi, je ne me dis pas que j'ai la réponse et que c'était possible. J'en avais aucune idée. Mais mon job, c'est juste un peu de jouer au ping-pong avec son cerveau et ses biais. Et bingo, le soir même ou le lendemain, elle m'envoie un truc en mode mais tu sais, ça m'a trotté dans la tête. En fait, on peut faire différemment. J'ai appelé un autre avocat. C'est bon. Et en 2 secondes, elle a réglé son problème. Mais c'est exactement ça. Moi aussi, j'aime beaucoup dire que je pose des questions candides et des questions bêtes aux dirigeants que j'accompagne. Ça reste eux les experts en fait de leur secteur, et moi j'adore bosser dans des secteurs que je connais pas, du coup j'apprends plein de trucs, mais c'est génial, et moi j'ai aucun scrupule à justement poser des questions hyper bêtes. Dire alors tu es le spécialiste de ton secteur, mais là quand même je comprends pas ci, je comprends pas ça, explique-moi.
Ouais. Et on est l'enfant de 5 ans à qui on explique, et c'est super jouissif, je trouve. Ouais. Mais parfois même, il n'arrive pas à expliquer de façon simple. Mmh. Et ça aussi, c'est révélateur. Bien sûr. Ça aussi, c'est vraiment le signe que, par exemple, quand ils me disent oh, mes C-level, ils n'ont encore rien compris à la stratégie, etc. Ah bon? Ils n'ont rien compris? Dis-moi ce que tu leur as dit. Et là, j'essaye de reformuler. Ils disent, ah mais non, j'ai pas du tout dit ça. J'ai dit, ben si, c'est ce que tu as dit. Donc, En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. moi, c'est ce que j'ai compris. Donc peut-être que en fait, c'est qu'ils n'ont pas compris. Parce que là, on est dans un autre biais du dirigeant, qui est l'illusion de la transparence. Ah, vas-y. L'illusion de la transparence, c'est que on pense que nous sommes un livre ouvert et que donc, quand on énonce les choses, tout le monde sait exactement ce qu'on veut dire. Or, c'est pas du tout le cas. Dans la communication, il y a un émetteur, un récepteur, et il faut qu'ils aient un certain nombre de choses alignées. C'est comme les fréquences, en fait. Il faut qu'on soit sur la même fréquence, sinon on ne se comprend pas, en fait. Et pour les dirigeants, qui, généralement, quand ils émettent, par exemple, un plan stratégique, quand ils prennent une grande décision, eux, ils ont passé beaucoup de temps avec leur cerveau tout seul à réfléchir à ça. Donc, ils ont tout un tas d'informations, de data, de raisons de faire les choses qui leur semblent évidentes puisqu'ils vivent avec depuis 6 mois. Et le jour où ils l'annoncent à l'équipe, ils l'annoncent en 3 phrases. Et pour eux, c'est évident que derrière ces 3 phrases, il y a leurs 6 mois d'études, le plan d'action, etc. Et pour l'équipe, ils ont 3 phrases. Alors, ils font ce que le cerveau humain aime faire, ils vont aller combler les trous. Oui, le biais d'information. Le biais d'information, voilà. Tout ce qui... Et donc, comme ils ont besoin d'infos, ils vont aller créer cette information. Alors, ils vont s'appuyer, ils sont intelligents, ils sont compétents, donc ils vont faire avec ce qu'ils ont dans l'entreprise et tout, mais ils vont rarement aller questionner, en fait. Et ça, c'est un des biais les plus destructeurs quand on s'en rend pas compte, que quand on ne détaille pas, quand le dirigeant ne dit pas, plutôt que de dire « est-ce que tu as des questions ?», le truc imparable pour un dirigeant qui veut annoncer quelque chose à son équipe et les mettre en action sur quelque chose, c'est arrêter, s'il vous plaît, de demander si les gens ont des questions. Les gens n'auront jamais de questions. J'adore. Jamais. C'est cash. C'est jamais. En revanche, demander à quelqu'un de la salle « ok, qu'est-ce que tu as compris que tu devais faire toi maintenant ?» Ah, bien meilleure question. Et ça, c'est une question, vous mettez pas la personne en défaut, c'est dans sa responsabilité. Vous lui demandez pas, faut surtout pas lui demander qu'est-ce que tu as compris et répète-le pour toute la salle, parce que là, on met quelqu'un vraiment sur la sellette. Mais si vous faites ça avec l'ensemble des métiers qui sont là dans la salle, mais devant l'individuel avec chaque personne. Oui, mais devant tout le monde. Ah, devant tout le monde, c'est ça que je veux savoir. Devant tout le monde. En fait, c'est dans la même réunion. Moi, je recommande de mettre un nouveau rituel, en fait, que quand il y a comme ça des grandes annonces de plans d'action, etc., alors plutôt en codir qu'en all hands, évidemment, mais en codir, de dire, OK, maintenant je vous ai présenté la stratégie, toi, le CFO, qu'est-ce que tu as compris que tu devais faire? Toi, le CMO, qu'est-ce que tu as compris? Toi, le CTO, qu'est-ce que tu as compris? Toi, le CPO, qu'est-ce que tu as compris? Et là, on va avoir avec les mots des gens dans leur métier les conséquences que eux ont interprétées. Avec leur biais. Avec leur biais, avec ce qu'ils ont. Et donc là, si le dirigeant le fait vraiment sans réagir, parce que le plus dur, c'est qu'il faut pas leur dire « ah mais non, t'as rien compris ». Ah oui, ça, c'est la catastrophe. Donc si le dirigeant ou la dirigeante a assez de recul pour se dire « ok, je me tais le temps du tour de table », pour ensuite, mais en revanche de bien tout noter, etc., pour ensuite prendre les mots qu'ils ont utilisés pour dire, alors là, le CFO t'a dit telle chose, ça c'est juste, mais en fait, ce que je voulais dire, c'était ça. Et se mettre soi-même en cause. Moi, ce que je voulais dire, c'était ça. Donc, je ne l'ai pas dit. Mais au moins, ça permet de réaligner, en fait. Tu viens d'étayer encore plus une conviction que j'ai, c'est que quand tu es dirigeant, quand tu es manager, il faut que tu aies une certaine partie des compétences d'un coach. Et ce que tu viens de dire, c'est évidemment. Ça. Tu laisses les gens parler, tu les écoutes vraiment, tu prends des notes et tu reformules. Et tu répètes avec les mots de la personne. Et tu vois ce qui se passe. Et après, bien sûr, tu reprends ta casquette de dirigeant. Et tu dis, en fait, ce que je voulais dire, c'était ça. Mais oui, je suis complètement d'accord avec ça. Et c'est d'ailleurs un des trucs qui manque le plus aux dirigeants aujourd'hui, cette capacité d'écoute. Pas tant par manque de compétences pour beaucoup, mais parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas le temps. Ouais. Et en fait, c'est une fausse bonne idée de penser qu'on n'a pas le temps. Ils perdent un temps fou après si les gars n'ont pas compris leur boulot. C'est un investissement initial qui permet d'éviter que dans 6 mois, ils se rendent compte que le projet n'est pas du tout là où ils pensaient qu'il serait. Parce qu'il y avait ce désalignement de départ par cette illusion de transparence qui est vraiment, vraiment mortifère. Ouais, c'est hyper intéressant. Mais nous, on en a pris conscience. Alors, même pas. Donc, aujourd'hui, chez 100 milliards, on est un collectif. Il y a un peu plus d'une trentaine de personnes, entre les différentes personnes qui sont formées, tout ça. Et
et on en a parlé avec Graf il n'y a pas longtemps, quand on leur a dit, bon, bah voilà comment on vous propose de collaborer ensemble, etc. Pour nous, c'était très clair, parce qu'on y avait réfléchi, parce que, voilà. Et en fait, on s'est rendu compte, après plusieurs semaines, que c'était pas du tout clair pour tout le monde. Et au début, la première réaction, c'est mais c'est pas possible, pourquoi ils n'ont pas compris? C'est simple. Tu vois. Exactement. Et en fait, non. Et je pense que si on avait fait l'exercice que tu suggères, une fois que tu leur en parles, tu dis, bon, toi, t'as compris quoi de ce que ça impliquait pour toi, donc comment tu pouvais travailler avec 100 milliards, peut-être que ça aurait été plus efficace. Ouais, et c'est pour ça que je propose aussi de le faire en groupe, parce que, en fait, quand on dit, les ventes et le marketing, ils savent pas se parler, les finances et la tech, ils se comprennent pas. En fait, c'est souvent qu'ils n'ont pas compris qu'ils travaillaient pour un objectif commun. Et c'est souvent, c'est pas des gens qui sont contents de se friter, c'est que ils défendent une vision de l'entreprise ou une direction de l'entreprise qu'ils ont chacun interprétée à l'aune de leur propre métier. Et en fait, c'est ça qui est pas aligné, parce que ils sont pas alignés sur celle du dirigeant. Donc le fait de le faire tous ensemble, ça permet d'aplanir, en fait, si tu veux, ces querelles de clochers qui peuvent exister parfois entre les métiers, quoi. Oui, c'est vrai qu'on entend beaucoup ça, quoi. Ouais, Le produit, les devs, les produits contre les sales. Contre les sales, ou le marketing contre la finance, ou voilà. Ouais. Après, la finance, ils sont à peu près contre tout le monde. Mais, Quel est ton biais quand tu dis ça? on a dit on fait pas ma psychanalyse. C'est vrai, c'est dommage, j'ai trop envie. Ok, et donc alors si on revient sur les familles, donc il y a la famille du besoin de s'informer, il y a la famille du besoin d'agir. D'agir vite, la famille du donner du sens. Ouais, du donner du sens. Et évidemment, je suis en train d'oublier la 4e famille, c'est assez classique, c'est mon trac qui ressort. Mais il y a une 4e famille qui a très peu de biais. Ouais. Et là, c'est un peu la fourre-tout des autres. Non, il y a un truc dedans, et ça peut me revenir pendant qu'on parle, mais là, j'ai complètement zappé. Écoute, vous irez lire le codex. Oui, parce que j'ai fait un livre blanc. Tu nous fileras le lien, on le mettra dans. Je pourrais donner le lien. Donc j'ai compilé. Donc à l'époque où je faisais que des posts, pas encore la newsletter. Donc c'est axé plus vie quotidienne et marketing. C'est pas forcément axé prise de décision dirigeant. J'avais commencé en fait pendant 2 ans, pendant presque 3 ans. J'ai fait un post par semaine, mais juste un post qui parlait des biais cognitifs. Donc je dois avoir quasiment une centaine de biais en fait qui sont comme ça. J'ai fait une compilation de ces posts, mais je commence en expliquant le codex, et donc ils sont rangés dans les différentes familles. Super. Et puis après il y a donc ceux que j'ai fait en plus, puisque je te disais il y en a qui sont pas référencés et qui pourtant alors c'est pas des biais au sens propre du terme, mais c'est une façon dont fonctionne notre cerveau dont il faut être conscient. Oui, c'est clair. Et alors si on revient justement à cette histoire, l'image que je t'ai donnée, c'est le fameux procès où on choisit avec soin les pièces à conviction en fonction de ce qu'on a à défendre. Moi, je sais que j'aime bien quand le dirigeant que j'accompagne doit prendre une décision ou est convaincu d'un truc. Je lui donne un exercice simple, je lui dis ok, trouve 10 preuves du contraire de ce que tu veux faire. Absolument. Et ça ne veut pas dire que du coup on va sur le contraire, c'est juste moi j'aime bien dire on rééquilibre tes biais cognitifs. C'est exactement ça. Et des fois ça fait des miracles. Moi j'ai une anecdote, c'est que c'est quelqu'un qui était sûr et certain qu'il ne s'entendait pas du tout avec un de ses collaborateurs et que la personne n'était pas compétente, etc. Et je lui dis, ok, pas de problème. Ce que tu vas faire, c'est que d'ici les 15 jours, d'ici notre prochaine session, chaque jour, tu vas trouver une chose que tu apprécies chez cette personne. Et je m'en fiche, tu peux dire que elle avait un jean sympa aujourd'hui. Tu fais ce que tu veux, mais tu fais une chose et que ce soit authentique, que vraiment que tu apprécies. Et au bout de 10 jours, il est revenu en disant, ok, je suis pas fan de la personne, c'est pas mon meilleur pote, mais c'est la bonne personne qu'il nous faut en ce moment vu le contexte de la boîte. Alors qu'il était à 2 doigts de dire maintenant il faut qu'on se sépare de lui. Donc rééquilibrer déjà la vapeur. Ça, moi, je le recommande énormément, par exemple, sur l'effet de halo. Alors vas-y. L'effet de halo, c'est tu vois quelqu'un qui tu lis, même si toi t'as pas fait, alors c'est différent du favoritisme, mais tu lis que sur son CV, tu veux recruter quelqu'un, tu lis sur son CV qu'il a bossé pour une tech, une start-up ou une PME que tu admires beaucoup, tu te dis cette personne est forcément géniale. D'accord ? Donc tu vas être biaisé et tu vas la recruter pour ça. Et si c'est pour des décisions de recrutement importantes, je dis toujours, liste autant de raisons de ne pas la recruter que de raisons de la recruter. Parce que sinon, tu te laisses embarquer par ce halo. Donc, le halo, c'est vraiment, ça vient, tu vois, englober, en fait, tout le reste de la personne et tu ne vois plus que le point saillant. Pour vraiment
être factuel, ça t'oblige à être factuel en fait. Ça t'oblige à voir ce que ton cerveau ne voit pas parce qu'il va trop vite, parce qu'il veut être dans son mode automatique. Et donc écrire, de toute façon, ça on a ça en commun, toi et moi, l'écriture et tenir des carnets, tenir des journaux, faire des listes, faire des comparatifs. Ça permet de poser, quoi. Il faut vraiment poser les choses parce qu'en fait, on est bien en train de dire, sors du mode automatique. Donc pour sortir du mode automatique, il faut se forcer à faire des choses dans le temps long, en fait. Oui, exactement. Et oui, c'est intéressant. Effectivement, quand tu reviens au titre du livre de Kalman en anglais, tu comprends que prendre le temps, on est obligé d'aller en mode adaptatif. Voilà, exactement. Et là, le mode automatique est mis de côté, en fait. Moi, souvent, quand il y a un dirigeant qui... parce qu'il y a aussi, tu vois, la fatigue décisionnelle dont on ne parle pas assez chez les dirigeants, qui est, tu vois, quand tu prends une décision, quand c'est ta 18e décision de la journée. Alors, le cerveau humain prend une décision toutes les 2 secondes, hein. On prend tous des décisions toutes les 2 secondes. Comment est-ce que je vais tenir ma tasse, etc. Mais pour un dirigeant, je pense qu'il en prend encore plus. Et donc, prendre des décisions hyper stratégiques à 18h, tu as pris un nombre de décisions dans la journée, tu as un peu un tampon, tu vois, il faut vider, il faut vidanger, en fait. D'où le conseil de bon sens dors dessus. Dors dessus, voilà. Parce qu'en fait, tu resets ta charge de ta capacité cognitive à prendre des décisions. Et il y a quand même assez peu de décisions. Et c'est là aussi où certains ont la stratégie, c'est un peu le truc hyper connu de Steve Jobs, la stratégie de ne pas prendre de décision dans certains domaines. Oui. Typiquement, je m'habille tous les jours pareil, je ne cherche pas à comprendre, ou je mange tous les jours. Ça, c'est pour éviter la fatigue décisionnelle. Ouais. Donc il y a des gens qui font ça, effectivement. Ouais, c'est vraiment pour ça. Et puis pour éviter on a parlé de Steve Jobs, donc on va parler d'autres. Il y a une technique de Jeff Bezos qui est pour éviter qu'on rentre dans le mode automatique, qui est extrêmement puissante. Personne ne le fait. Tout le monde en parle et personne ne l'applique. Mais lui, il le fait. Mais lui, dans Amazon, c'est appliqué. C'est qu'il n'y a pas de PowerPoint. Et toutes les réunions commencent. La personne qui... Déjà, elles ont toutes un purpose et une décision à prendre, mais ça commence avec la personne qui présente le projet a écrit un document Word de 6 pages. Donc, c'est du Word, c'est des phrases. Et la réunion commence par la lecture silencieuse en commun du document. Ah, c'est énorme. Et là, ça oblige à ralentir. Et là, personne ne peut réagir une fois qu'il est à la 3e ligne. Comme on fait, tu sais, à la 2e slide. Non, là, je suis pas d'accord. Ce chiffre-là, il vient d'où? Ou t'interromps, en fait, le flow. Là, tout le monde doit lire jusqu'à la fin. Et c'est seulement après que la discussion peut commencer. Et ça, c'est extrêmement puissant pour mettre ton cerveau dans ce mode adaptatif, dans ce mode plus lent, dans ce mode plus analytique aussi, puisqu'on n'est pas dans la réaction. Donc, soit tu évites certaines décisions, effectivement, comme Steve Jobs, soit tu forces aussi collégialement à aller dans ce mode... Mais là, est-ce que ça m'évoque quand tu dis tout ça, et je prends conscience de plein de choses que je mets en place dans ma vie ou que je recommande à mes clients, c'est que le mode de vie que tu vas avoir va avoir un impact. Parce qu'effectivement, l'écriture, on dit qu'on a ça en commun, mais c'est très important l'écriture, mais c'est encore un mode mental. Oui. Et moi, ce dont je me rends compte ces dernières années, c'est que laisser mon mental le reposer. Alors, respiration, méditation, aller marcher, cuisiner, ranger mon lave-vaisselle. Il y a plein de façons. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai avoué mon addiction au mandala en ce moment. Je fais des coloriages. Ce qu'on veut. Mais je me rends compte que je prends de bien meilleures décisions. Et je suis beaucoup plus apaisée, moins stressée depuis que je n'utilise pas que mon mental. Et ça, la neuroscientifique Tara Swart, elle est géniale, elle en parle beaucoup. Et elle dit, en fait, on a 6 façons d'utiliser son intelligence et qu'il y a le chemin qu'on connaît tous, et notamment, vu les métiers qu'on fait, ingénieur, machin, c'est le mental, c'est le rationnel, machin. Et en fait, on le sursollicite à des endroits où il n'est pas bon. Oui. Et que là où on va être bon, on va bien utiliser notre plasticité cérébrale et notre intelligence. Et si on marie plusieurs modes, et donc elle parle d'intuition. Et c'est marrant, le mot anglais de intuition, gut feeling. Ouais. Donc vraiment, et d'ailleurs, voilà, maintenant, on sait qu'il y a plein de neurones et que c'est machin. De quoi elle parle? Créativité, émotion, emotional intelligence. Je les ai oubliés, mais en tout cas, c'est de se dire comment est-ce que je vais appréhender une même décision ou une même problématique avec plein de chemins différents. Ah oui, connexion, elle sépare l'intuition de ce qu'elle appelle la connexion cerveau-corps. Par exemple, imagine, tu te dis... d'ailleurs, Caro, dont je te parlais, elle fait souvent ça avec ses clients quand ils prennent une décision. C'est OK, considère que tu as pris la décision
d'aller en vacances, je sais pas où, à Saint-Brieuc. Voilà, parce que je me suis dit en Nouvelle-Zélande, je me suis dit non, un truc où on n'a pas besoin de prendre l'avion. Donc imagine, ça y est, t'hésitais entre Saint-Brieuc et Vannes, ça y est, projette-toi dans j'ai pris la décision d'aller à Saint-Brieuc, ferme les yeux et regarde ce qui se passe dans ton corps. Et c'est une information, ça ne veut pas dire oh là là, mais en fait c'est de marier toutes ces informations pour éclairer en fait le sujet avec des angles différents. Ça, c'est très important, comme ce que tu dis aussi, de prendre des pauses, en fait. De prendre des pauses. Alors, tu parles de mandala, mais il y a une étude sur les juges. Et une étude assez extensive, donc, qui, sur des juges de remise de peine, en fait. Et ben, si tu voyais le juge à 8 heures, si ton dossier passait à 8 heures, tu avais 70% de chances qu'il t'accorde ta remise de peine. Et si tu passais à midi, le dernier, avant qu'il aille déjeuner, tu avais 70% de chances qu'il ne te l'accorde pas. C'est horrible. C'est horrible. Donc mais si un jour il y a dans eu ce un cas-là, test scientifique. Essaye de voir avec ton avocat pour passer à une heure sympa. Pour passer juste après une pause. Enfin, soit au début, soit juste après une pause. Hyper intéressant. Et en fait, il y a vraiment cette dégradation. Parce qu'en fait, pour le coup, la décision la plus simple pour un juge, c'est de ne rien changer à la décision précédente. Le statu quo. Et donc, ne rien changer à la décision précédente, c'est le laisser en prison. C'est pour ça qu'on peut le faire. On peut faire ce genre de test uniquement en fait sur la remise de peine, parce que là où ça demande le moins d'effort mental pour le juge, c'est le truc. On voit bien la conclusion. Mais oui, c'est horrible. C'est horrible, mais c'est vraiment la fatigue décisionnelle. Ça a aussi ce genre d'impact en fait. Et donc moi, typiquement, moi les dirigeants qui sont, alors quand je revois leur agenda, tu sais, mais complètement back to back, où ils ont même pas 5 minutes pour se lever, pour marcher, et je leur dis surtout. Si vous allez marcher, c'est pas le moment où vous répondez à votre WhatsApp, vous passez un coup de fil à votre femme. Non, vous laissez votre téléphone. Vous laissez votre téléphone. Vous allez, parce que c'est ça aussi. C'est qu'en fait, les gens te disent non, mais c'est bon, j'ai été marcher un quart d'heure. Mais en fait, ils ont été marcher un quart d'heure avec les AirPods dans les oreilles et répondre à des gens pendant qu'ils lisaient des WhatsApp ou d'autres choses. Enfin, il y a cette surcharge cognitive permanente dont il faut absolument qu'on se coupe. Enfin, on parle beaucoup de ce que ça fait chez nos enfants, les écrans, etc. Mais chez nous aussi, en fait. C'est assez dramatique et il faut oser. Et franchement, on est tellement plus productif après qu'en fait, on n'a pas perdu du temps à ne rien faire. C'est ça, c'était cette recherche d'optimisation. Elle n'est pas... Super. Écoute, tu sais, je suis très attentive à l'heure depuis tout à l'heure parce que tu m'as dit que tu avais un taxi à midi et demi. Il est midi 28. Parfait. C'est parfait. On pourrait encore en parler des heures. Des heures. Mais en tout cas, moi, ce que j'entends, c'est que en suivant ta newsletter, en téléchargeant ton livre blanc, les gens peuvent vraiment aller creuser. Oui. Après, s'ils veulent, ils peuvent aussi lire les écrits d'Olivier Sibony, Daniel Kahneman. Mais en tout cas, voilà, c'est des prises de conscience et ensuite, par des travaux d'écriture et des pauses du mental, ils peuvent vraiment et sachant changer les choses. Moi, dans la newsletter, en fait, dans la newsletter sur LinkedIn, donc Choisir sans renoncer, ça s'appelle. Je vais décrire le biais, donc comment il se manifeste, d'où ça vient quand même un petit peu de théorie, neuroscientifique. Et ensuite, je vais donner des astuces, en fait. Trop bien. Donc, à chaque fois, il y a entre 5 et 6 méthodes pour se prémunir de ce biais, pour vérifier qu'on n'est pas dedans. Et il y a même un défi à chaque fois, si vraiment vous voulez passer à l'action immédiatement. Ah, j'adore. C'est hyper cool. Bah, merci beaucoup et bravo de partager ce contenu parce que ça c'est hyper utile. Bon, ça a l'air de te passionner, donc j'ai l'impression que tu t'amuses à le faire. Je m'éclate, en fait. Bah, voilà, moi, je fais que des choses que j'aime. Comme ça, je suis sûre que ça ne me pèse pas. J'ai été ravie de te recevoir. Merci beaucoup, à bientôt. Mounia. Merci.